Cette semaine à l'émission, on parle de baseball, donc avec un portrait de la Ligue majeure de baseball et on reçoit Elizabeth Hosking, une jeune athlète en surf des neiges. Bienvenue à Sport Addict. Pour notre chronique de cette semaine, on accueille nos fidèles chroniqueurs, Frédéric Collerette et Maxime Gagné. Comment ça va cette semaine? Ça va toi? Ça roule. On parle donc de baseball, encore une fois, cette semaine pour faire un petit portrait de la saison à venir, évidemment, dans la MLB. Évidemment, aussi, il faut rappeler que la saison est déjà commencée, mais on voulait quand même faire un petit portrait là, des équipes qui vont performer, d'autres qui vont moins bien performer au cours de la prochaine saison. Et évidemment, on va débuter avec la division des Blue Jays de Toronto, donc dans l'Association américaine, la division Est. Donc, dès le départ, on constate évidemment qu'il va y avoir deux équipes très solides, les Yankees de New York et les Red Sox de Boston. Ça risque d'être une chaude lutte. Qui voyez-vous en avant là, parmi ces deux formations-là? Oui, mais comme l'année passée, moi, je vois encore les Red Sox au haut du classement. Ils sont dominants. Là. Ils ont gagné la Série mondiale l'année passée. Puis moi, je pense qu'ils pourraient probablement la gagner encore une fois cette année. Donc, ils ont des joueurs dominants. Mais les Yankees vont les suivre de très près parce qu'ils ont vraiment des jeunes joueurs de talent. Est-ce que tu penses ça, toi aussi, Max, en premier? Ouais. J'ai l'impression aussi que les Rays vont suivre les Yankees, là, mais Boston sont dominants défensivement, offensivement, des très bons lanceurs. Là, je pense que ça va être... Le seul problème, c'est qu'on parlait justement qu'on a perdu notre lanceur releveur plutôt pour les fins de match du côté des Red Sox. Puis moi, de mon côté, je pense que les Yankees, cette année, vont connaître une meilleure saison que l'an passé parce que je pense qu'on avait eu quelques matchs à peine là, de différence l'an passé. Et je pense que les Red Sox, vu qu'ils ont remporté l'an passé, vont peut-être être un petit peu plus rassasiés et vont moins chercher à l'emporter. En tout cas, on verra. Mais comme tu dis aussi, là, il y a quand même les Rays de Tampa Bay qui vont certainement terminer au milieu du classement là, de la division. Ah, ça, c'est clair. Puis justement, on voit les deux autres équipes après, Toronto et les Orioles. Donc, eux autres, ça, c'est clair que ça finit au bas du classement. C'est dommage pour Toronto parce qu'on pense aux jeunes joueurs de talent, Gurriel Jr., on pense à Vladimir Guerrero qui va peut-être arriver avec l'équipe à un moment donné. Mais c'est ça, c'est tous des jeunes joueurs, mais on n'est pas prêt à gagner tout de suite pour cette équipe-là. Donc, dans une couple d'années, ça va être incroyable. Là. Ils vont vraiment être dominants, mais pour l'instant, ils vont finir au bas du classement, malheureusement. Le potentiel est là, c'est ça. Il a vécu des bonnes années. C'est ça qui est triste du côté de Toronto. Ouais. On a pas mal laissé partir tous nos vétérans. Et là, il va falloir attendre que nos jeunes deviennent des vétérans, dans le fond. Oui, vraiment une équipe en reconstruction. Puis c'est plate, c'est dit de même. Mais comme tu dis, les joueurs de talent, Donaldson, Encarnacion, Bautista, on se rappelle les bonnes années. Oui, effectivement. Donc, évidemment, on ne parle pas beaucoup des Orioles parce qu'on sait qu'ils vont pas mal terminer dernier de cette division-là, puisqu'on n'a pas vraiment eu d'amélioration au cours de la saison morte. Donc, le classement, de mon côté, ça va être Yankees, Red Sox, Rays, Blue Jays, Orioles. Je pense que vous, ça va être Red Sox au lieu de Yankees. Exactement, donc, ça. On va poursuivre maintenant avec la division centrale, qui est pas mal une histoire certainement d'une seule équipe. Là, on parle quand même des Indians de Cleveland. Je vais avoir donc votre portrait peut-être de cette division-là. Oui, bien, moi, je vois qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs. Là, on s'entend Encarnacion, Brantley, Donaldson, mais ils se sont fait remplacer par plein d'autres joueurs de talent. Carlos Santana, Carlos Gonzalez. Fait que là, on se dit, OK, on a perdu plein de joueurs. C'est vraiment pratiquement une toute nouvelle équipe, mais tout autant dominante. Fait que vraiment, ils vont aller loin. Et puis, comme tu dis, c'est la division d'une seule équipe, là, selon moi, cette année. Là. On parle des Twins qui pourraient peut-être surprendre, mais quand même, comme on le mentionne, là, les Indians, qui sont une équipe pas mal à sens unique dans cette division-là. Si on regarde du côté des White Sox, peut-être les Royals, on parle encore là d'une jeune équipe qui va devoir prouver là, que leur jeune va pouvoir faire le travail là, cette saison. Encore une fois, ça va être dans une couple d'années, pas pour l'instant. Donc, ça ressemble vraiment à ça. Je te dirais, la saison ces temps-ci. Donc, les équipes qui étaient dominantes l'année passée, d'après moi, vont rester dans les plus dominantes. Puis, tu as encore des équipes en reconstruction qui ont pas mal à travailler. Là. Je suis d'accord. Totalement. C'est ça, la section, je trouve c'est des pires, là, personnellement. Mais ça, Cleveland va sortir au gagnant de cette section-là. Mais comme tu dis, les Twins, ils ont encore du potentiel aussi. Mais les Cleveland ont tellement de bons lanceurs que
c'est sûr qu'ils vont terminer au sommet. Il ne faut pas oublier quand même que les Indians, au cours des 3 dernières années, peut-être, on a beaucoup d'expérience, entre autres pour les séries éliminatoires et tout ça. Et les autres équipes, bien, malheureusement, on a laissé partir encore là tous nos vétérans. Des gros morceaux. Au fil du temps pour bâtir le futur, bien, on n'a pas encore bâti le futur. Donc, c'est ça qui est malheureux dans la division centrale de l'association américaine. Évidemment, on va pouvoir poursuivre l'association américaine dans quelques minutes là, pour parler, évidemment, de la division de l'Ouest de la conférence, donc de l'association américaine. Pour notre entrevue de cette semaine, on accueille Elisabeth Hosking, qui est athlète en surf des neiges et qui a entre autres participé aux Jeux olympiques l'an passé. Ça va bien cette semaine? Ça va très bien. Donc, évidemment, on est content de te recevoir pour parler de ton expérience aux Jeux olympiques l'an passé du côté de Pyeongchang. À 16 ans seulement, c'est quand même assez exceptionnel. Comment as-tu vécu cette expérience-là? C'était super pour vrai. C'était un rêve devenu réalité. Depuis que je suis toute jeune, je voulais aller aux Jeux olympiques, donc c'était vraiment un rêve. Oui, parce que quand tu as débuté justement à faire du surf des neiges, tu l'as dit, c'était justement un rêve de te rendre jusque-là. Oui, bien ça, depuis que je suis jeune, quand je pratiquais du soccer compétitivement, mon but c'était quand même d'aller aux Jeux olympiques. En soccer, mais là, quand j'ai tombé en amour avec le snowboard, ça a transitionné aller aux Jeux olympiques en snowboard. Et qu'est-ce qui t'a fait découvrir justement le surf des neiges? Tu dis que tu faisais du soccer, entre autres. Je faisais du ski avant. OK. Puis mon frère, c'est lui qui a commencé à faire du snowboard et comme j'ai toujours été jalouse de tout ce que mon grand frère a, moi aussi je voulais faire du snowboard. Donc c'est ça, là, mes parents, au début ils voulaient pas. Puis là, un moment donné, j'ai juste décidé de prendre le snowboard à mon frère, puis de descendre mon entrée. Puis là, ils ont fait, on devrait peut-être commencer à passer de te faire compétitionner un peu plus fort. Et quand même, donc, si on revient aux Jeux olympiques, tu as terminé au 19e rang en 2001 lors des Olympiques. Donc, est-ce que ça faisait quand même partie de tes objectifs pour tes premiers Jeux de terminer dans ce classement-là? Disons que j'avais pas vraiment d'objectif de rang. J'y allais vraiment là parce que un an avant, on avait vu que c'était une possibilité que j'y aille. Mon objectif, ça a toujours été 2022. Mais ça, un an en avant, on a fait ça pourrait être une possibilité 2018 pour avoir beaucoup d'expérience. Donc, une position, j'avais pas vraiment d'objectif, mais c'est quand même le fun. Hein? 19e au monde. Oui, c'est quand même exceptionnel. Puis je pense quand même aussi que tu as terminé parmi le top 20, donc c'est assez exceptionnel de ce côté-là. Oui, c'est quand même très cool. Et d'ailleurs, tu parlais de 2022 tout à l'heure aussi. Je pense que là, maintenant, c'est l'objectif d'aller remporter une médaille aux Olympiques de 2022. Oui, c'est ça. Ça a toujours été partie de mon rêve aussi, avoir une médaille. Donc, c'est ça qu'on va chercher en 2022. Et évidemment, tu vas te concentrer à la demi-lune. Oui. Il y a le slopestyle aussi, qui est une discipline. Qu'est-ce que tu dirais qu'est la différence peut-être entre les deux, là? La grosse différence, si on veut, là? La grosse différence, au lieu... Tu sautes, au lieu en slopestyle, tu sautes comme, disons, vers là-bas. Moi, je saute vers le haut. OK. Sinon, l'atterrissage est un peu différent. Comme eux, ils ont beaucoup d'atterrissage. Un peu plus plat, mais moi, c'est un peu plus en transition, mais plus court. Mais sinon, ça se rapproche, là, les deux. Et je sais que maintenant, la plupart des athlètes se spécialisent sur une des deux disciplines. Donc, toi, tu te concentres vraiment à la demi-lune, là. Oui, ça, je fais... on n'en a pas vraiment beaucoup de demi-lune au Québec. Donc, j'en fais pour m'amuser du slopestyle, mais je me concentre en compétition sur la demi-lune. Et maintenant, si on regarde ta progression depuis l'an passé, là, tu montes rapidement. Je crois que tu es tout près du 15e rang là, mondial en demi-lune. Donc, l'expérience de ta première année t'a certainement aidé pour cette saison-là. Oui, vraiment beaucoup. J'ai beaucoup appris l'an passé. J'avais des moins bons résultats l'an passé. J'ai appris de ça. Donc, cette année, c'était bien le fun. Là. Terminer une belle saison. Et évidemment, tu devais avoir de la pression, si on veut, avant tes descentes, quand tu sais que tu dois performer face aux meilleurs athlètes internationaux. Comment on gère toute cette pression-là là, avant une descente, quand on sait qu'on doit bien faire? Voilà, c'est beaucoup de préparation avant, hors neige aussi. Ça, là, avec des préparateurs mentaux et tout. Mais sinon, c'est juste,
truster. De faire confiance. Ouais, ça, de faire confiance au processus qui s'est passé, à tout l'entraînement que tu as mis derrière toi, tu sais, ton entraîneur et tout. Donc, oui, puis tu dois avoir quand même des préparateurs, si on veut, mental pour t'aider justement à savoir que tu peux bien performer malgré tout. Là. Ouais. Entre autres aussi, comme on le mentionnait, là, tu veux remporter une médaille olympique éventuellement. Est-ce qu'il y a un athlète qui t'a peut-être influencé quand tu étais plus jeune pour te dire que tu étais toi aussi en mesure de percer dans le surf des neiges? Il y a beaucoup d'inspiration. Là. Disons qu'à chaque fois que je regardais une compétition de snowboard, j'étais genre, moi, je veux faire ça. Là. Donc, c'est tout plein d'athlètes, là, des Danny Davis, même Chloé Kim, je regarde ça, puis genre, c'est tellement hot comment elle progresse, puis elle n'est pas si vieille que ça. Tu sais, Shaun White aussi, qui a beaucoup fait pousser le sport. Kelly Clark, du côté féminin aussi. Donc, c'est toutes des inspirations pour moi. Et évidemment, il y a peut-être Laurie Blouin du côté québécois qui fait du slopestyle, mais quand même, tu as dû l'avoir évolué aussi durant sa carrière. Oui, ça, je trouve ça vraiment cool. Là. Une des premières athlètes à faire des doubles en slopestyle, c'était une Québécoise. Ça, c'est cool. Maintenant, toi aussi, tu as eu quand même une épreuve avec tes 2 poignets fracturés en 2015. C'est pas nécessairement le fun quand on fait une préparation pour les Olympiques. Comment tu as abordé cette épreuve-là? Et est-ce que ça t'a apporté quand même plus de confiance pour la suite? Là? Bien, quand même, oui. Parce que je ne m'avais jamais rien fait de blessure grave avant. Et là, je me suis fait un peu casser les 2 poignets en faisant des niaiseries un peu. Okay. Donc, c'était hors neige. Donc, quand j'étais revenue sur neige, j'avais juste vraiment hâte. Puis, tu sais, j'avais pas le blocage mental de « Oh, je me suis cassé les poignets en faisant ce truc-là ou quelque chose. » Fait que j'avais juste vraiment hâte de revenir sur neige. Puis là, je savais que si je me cassais les poignets, si je me cassais quelque chose, c'était pas la fin du monde. Donc, je suis revenue plus forte de ça. Oui, puis est-ce qu'on parvient quand même à faire un petit peu de planche à neige malgré des poignets fracturés ou il faut vraiment s'enlever des pistes pour faire attention de ne pas empirer la situation? Ça dépend t'es qui. Okay. Moi, j'en ai pas fait. Okay. Moi, je voulais juste parce que les 2 étaient fracturés, déplacés. J'avais des broches, des pins, puis j'avais une plaque. Donc, j'ai décidé de ne pas rien faire, mais il y en a qui le font pareil. Là. Et en terminant, j'aimerais parler aussi de ton implication auprès des clubs des petits déjeuners. Pourquoi cette cause est importante pour toi de participer à ça? Bien, ma mère, c'était la bénévole en chef à mon école primaire. Puis étant d'une école de Longueuil, anglophone, où c'était comme la seule de Longueuil, tu avais vraiment du monde de chaque milieu. Tu avais du monde un peu plus défavorisé, d'autres que, tu sais, moi, je peux pas nécessairement dire que j'étais défavorisée, mais, tu sais, je voyais la différence que ça faisait aux jeunes d'avoir, tu sais, de manger avec leurs amis, d'avoir le même déjeuner. C'était un bel environnement. Fait qu'après, quand ma mère a déménagé avec moi pour vivre dans les Laurentides, bien, je voulais quand même m'impliquer parce que je trouvais que c'était une magnifique cause de redonner aux jeunes. Bien, c'est très beau de devoir t'impliquer là-dedans, honnêtement. Tous les athlètes devraient faire comme toi, de vraiment trouver une belle cause. Ouais. Bien, merci beaucoup d'être venue à l'émission cette semaine, Elisabeth. Et donc, on va te souhaiter une belle saison pour l'an prochain. Merci. En compagnie d'Hélène Lavigne, soyez des nôtres pour le fameux Télébingo des Basses-Laurentides. Toute l'équipe est fébrile et vous attend afin de faire de votre dimanche une journée ensoleillée et possiblement chanceuse. Cliquez j'aime sur notre page Facebook pour faire vos salutations en direct et pour tout savoir sur votre Télébingo. Visitez le site internet de TVBL pour connaître nos points de vente et vous procurer des cartes de jeu. Le Télébingo, maintenant à HD, c'est dimanche 9h30 sur les ondes de TVBL. Je suis très fière de représenter le conseil d'administration pour souligner le lancement de programmation hivernale de TVBL. Toute l'équipe a travaillé très fort pour offrir le meilleur à ses téléspectateurs et nous tenons à vous remercier. Votre travail acharné permet au conseil de faire évoluer notre télé et de poursuivre sa mission, informer les citoyens des Basses-Laurentides avec un produit de qualité. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'appuyer la télévision locale. Par le simple fait de syntoniser TVBL, de partager nos émissions en ligne et de proposer des sujets, vous faites vraiment une différence. Vous permettez à plusieurs passionnés de travailler dans un milieu créatif hors du commun, en plus d'offrir la chance à plusieurs jeunes de faire leur premier pas dans le domaine télévisuel. Votre soutien a même une saveur politique. Vous lancez un message clair concernant l'importance des médias locaux et communautaires.
Nous sommes convaincus que nos bénévoles à l'animation, reçus dans le cadre de cette émission spéciale, sauront vous donner envie de suivre notre programmation encore plus rigoureusement. Merci et bonne saison sur nos ondes. Je suis très fière de représenter le conseil d'administration pour souligner le lancement de programmation hivernale de TVBL. Toute l'équipe a travaillé très fort pour offrir le meilleur à ses téléspectateurs et nous tenons à vous remercier. Votre travail acharné permet au conseil de faire évoluer notre télé et de poursuivre sa mission, informer les citoyens des Basses-Laurentides avec un produit de qualité. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'appuyer la télévision locale. Par le simple fait de syntoniser TVBL, de partager nos émissions en ligne et de proposer des sujets, vous faites vraiment une différence. Vous permettez à plusieurs passionnés de travailler dans un milieu créatif hors du commun, en plus d'offrir la chance à plusieurs jeunes de faire leur premier pas dans le domaine télévisuel. Votre soutien a même une saveur politique. Vous lancez un message clair concernant l'importance des médias locaux et communautaires. Nous sommes convaincus que nos bénévoles à l'animation, reçus dans le cadre de cette émission spéciale, sauront vous donner envie de suivre notre programmation encore plus rigoureusement. Merci et bonne saison sur nos ondes. J'ai commencé à m'intéresser à la TVBL, c'était en janvier 2000, lorsque celle-ci s'appelait Télévision communautaire du Grand Saint-Jérôme. Avec les années, j'ai toujours supporté la TVBL quand nous avons l'opportunité de pouvoir assister à différents événements. La CCITB est fière de soutenir la TVBL en tant que membre organisme puisque cela nous permet d'être invités dans l'une de leurs émissions et en plus, l'extrait nous est offert gracieusement. Cela nous permet de parler de notre organisme à un vaste public et bénéficier d'un plus grand rayonnement. On est de retour pour la deuxième portion de notre chronique discussion avec nos deux chroniqueurs pour parler donc maintenant de la division Ouest dans la Ligue américaine. Évidemment, on se concentre sur les Astros de Houston. De ton côté, Maxime, crois-tu qu'ils vont être encore en mesure de remporter 100 victoires cette saison? Sans aucun doute. Sérieusement, c'est une équipe excellente. Il y a du gros potentiel offensivement, autant défensivement. À surveiller également Cole, un des meilleurs lanceurs de cette équipe-là. Je ne serais même pas surpris qu'il remporte le Cy Young cette saison aussi. Et encore une fois, là, dans cette division-là, on regarde les autres formations. Est-ce qu'il y en a qui pourraient peut-être chauffer un petit peu là, les Astros cette saison? Bien, également, ouais, tu aurais Seattle, que j'aime beaucoup. Les Angels avec Stuart également. Évidemment, oui. Mais Seattle, je les vois vraiment, ils ont du gros potentiel aussi. Là. Également, il y a le jeune Beckham à surveiller, Incarnation à l'offensive. Non, sérieusement, Mariners, j'ai l'impression qu'ils forment un bon melting pot, excusez l'anglicisme. Un noyau, un bon noyau. Tu as des joueurs d'expérience, une belle jeunesse. Tu as le jeune Beckham aussi, va être vraiment intéressant à suivre. Moi, j'ai vu qu'il y avait eu quelques pertes peut-être là, du côté des lanceurs chez les Mariners, mais quand même risque d'être assez compétitif. Là, on regarde aussi les Aces d'Oakland qui habituellement surprennent toujours. On va voir cette année s'ils vont être en mesure de le faire, évidemment. Donc, si on regarde, là, peut-être les Astros vont dominer avec les Aces, les Angels, les Mariners. Et on rappelle aussi les Rangers du Texas qui risquent de terminer pas mal au fond du classement dans cette division-là. Maintenant, on va se concentrer sur la Ligue nationale. Évidemment, il y a 3 divisions, encore une fois. On va débuter avec l'association de... Bien, pas l'association, mais plutôt la division de l'Est. On risque d'avoir probablement cette division-là la plus compétitive là, cette saison. Ah, effectivement. Puis on pense aux Braves. Premièrement, on va se le dire, Ronald Acuna Jr. Il est incroyable. Ce joueur-là est absolument incroyable. Il a été nommé la recrue de l'année passée. Et cette année, probablement le joueur par excellence de la nationale, selon moi. Donc, juste l'année passée, on regarde ses chiffres. Là, moyenne au bâton, 293. Je pense qu'il y avait comme 26 circuits. Des buts volés, il était à 16. Il est rapide, il est fort, il est jeune. Donc, ouais, vraiment, vraiment bon pour l'équipe. Ils vont se retrouver au haut du classement. Tu classes les Braves, donc, avant les Phillies. Ouais. Parce que moi, de mon côté, justement, on regarde, il y a les Phillies aussi qui se sont beaucoup améliorés au cours de l'été. Entre autres, un seul nom important, Bryce Harper, qui a finalement décidé de rejoindre les Phillies pour ignorer, si on veut, son ancienne équipe, les Nationals. Est-ce que les Phillies sont en mesure peut-être de chauffer, encore une fois, là, on parle des Braves, entre les deux formations, est-ce qu'ils vont une bonne lutte? Moi, j'ai l'impression que Nationals va les dépasser. Je trouve que c'est vraiment une équipe de côté sur papier, j'ai l'impression que l'équipe
ensemble, c'est la meilleure formation sur papier. Là. Donc, les Nationals remporteraient cette division. Tout de suite après les Braves. Mais à la fois, c'est en wildcard, en fait. Oh, ouais, mais faut je pas oublier. mais je suis d'accord, l'Atlanta va finir au sommet. Il ne faut pas oublier quand même qu'on a une division de lanceurs, si on veut dire, si on peut dire, dans cette division-là. Là, que ce soit les Phillies, les Braves, les Nationals et même les Mets qui possèdent de bons lanceurs, dont Jacob deGrom, donc lui qui a remporté le Cy Young l'an passé, donc va être à surveiller. Et encore une fois, malheureusement pour Derek Jeter, les Marlins de Miami devraient finir au fond du classement de cette division-là. On poursuit maintenant avec celle de la centrale. Ça aussi, c'est une division qu'on a l'habitude de voir très compétitive. Moi, je vois les Cubs favoris cette année dans cette division-là. Je pense qu'ils peuvent se reprendre là, d'il y a 2 ans, là, où ils ont remporté, je crois, la Série mondiale. Tu vois, moi, je vois, j'avais de la difficulté à placer mes équipes, mais j'ai l'impression que les Brewers puis les Cards, là, c'est des équipes très solides. Là. J'ai l'impression que Saint-Louis, là, avec justement Gros Shield, là, qui a un gros frappeur, un bon frappeur, une bonne offensive, sérieusement, mais même les Brewers, là, ça va être difficile. Ça va être difficile de les départager parce que c'est 2 équipes solides. Oui, on voit que c'est 2 équipes qui ont l'habitude là, vraiment d'être au haut du classement. Et les Brewers, on l'a vu là, en camp préparatoire, ont été très, très bons. Et puis du côté des Cards, entre autres, on parle de l'acquisition de Paul Goldschmidt qui va être vraiment important là, pour cette formation-là parce qu'on sait qu'il a quand même l'habitude d'être un candidat pour le joueur par excellence chaque année. Donc, c'est un joueur extrêmement important pour les Cards. Ah, c'est le joueur vedette de l'équipe, on va se le dire. Puis, justement, son acquisition a vraiment aidé l'équipe en tant que telle, mais d'après moi, vont être 3e. Je pense aussi que les Brewers premiers. Je mets que les Cubs 2e, moi, et malheureusement les Cards 3e dans cette oui, malheureusement, mais quand même, les Pirates qui avaient connu des dernières saisons très intéressantes, là, ça va peut-être être un petit peu plus difficile, les Reds de Cincinnati, mais malheureusement. Je pense que ça va être une autre saison difficile de leur côté. Et il va nous rester maintenant la division Ouest. Donc de la division plutôt de la Ligue nationale. Je me cherche mes mots. Bon. Donc, il y a des équipes très intéressantes, dont les Dodgers, qui sont toujours en quête d'un titre de la Série mondiale. Vont-ils participer pour une 3e fois de suite à la finale de la Série mondiale? Évidemment. Ouais, ça va faire comme la 6e année de suite qu'ils participent, qui atteignent le sommet. Oh, il y a trop de talent dans cette équipe-là. Oui, effectivement. On regarde les Dodgers qui ont pourtant une très bonne équipe. Peut-être que vous avez vu aussi Russell Martin, qui a effectué des lancers sur la butte. Donc, on a de la profondeur du côté des lanceurs. Et que oui, puis des jeunes. Encore une fois, on pense à Corey Seager qui est vraiment bon. C'est incroyable. On a perdu Machado. Donc ça a été quand même une lourde perte pour l'équipe. Mais même pas tant que ça quand on y pense. C'est juste vraiment une bonne équipe. Puis Clayton Kershaw, un des meilleurs lanceurs de toute la Ligue de baseball, qui est vraiment en attaque, en défensive. Ils sont bons dans tous les niveaux de jeu. Donc, selon moi, ils vont se rendre très haut puis peut-être gagner la Série mondiale cette année. Oui, ils ont de l'expérience, ils ont de la profondeur. Comme tu dis, je pense qu'on est solide dans toutes les phases de jeu et c'est ce qui va peut-être les démarquer des autres formations. Rapidement, tu as parlé de Machado. Est-ce que les Padres vont être en mesure d'aller peut-être participer, entre autres, aux séries éliminatoires avec l'acquisition de Manny Machado? Moi, je pense pas. On pense à Machado, il est super bon dans son équipe, mais c'est juste des jeunes. Donc, des jeunes dans une couple d'années, peut-être qu'il pourrait être bon et compétitif, mais pour l'instant, non. Là, il y a un joueur vedette, puis l'équipe se résume pratiquement à ça. Là. Ça va être, moi aussi, je pense que ça va être difficile. Et on regarde aussi du côté des Rockies du Colorado. On a fait signer un contrat, entre autres, à Nolan Arenado. Moi, je pense qu'on va les voir peut-être encore une fois 2e dans cette division-là. Oui, moi, je les vois vraiment très haut. Là. Ben, justement, au 2e, tout de suite après les Dodgers. Mais je sens qu'ils vont être très performants cette année. D'année en année, j'ai l'impression qu'ils gagnent des matchs. Puis ils ont tellement un bon duo de lanceurs en Freeland puis Marquez. Là. Et en attaque avec Blackman, je veux dire, Arenado, comme tu as dit, qui a signé un contrat dernièrement. Important. Puis c'est un joueur à surveiller, là, entre autres, là, que tu notais. Oui. Vraiment. Puis, ça, comme je te dis, les Rockers, j'ai l'impression qu'ils vont faire partie de la wildcard. J'ai l'impression dans cette section-là. Je sais pas qui vous voyez d'autres dans wildcard. Non, moi aussi. Dans l'américaine. Même chose, exactement. J'ai mis les Rockies 2e dans je la pense. Puis je pense que sinon, ça va être à partir de l'Est, là, qu'on va avoir une équipe peut-être en série. Là. Ça va dépendre encore là si les Phillies ou les Nationals vont finir devant devant, là, en fait, et tout juste derrière les Braves. Donc, on va voir de ce côté-là. On a parlé des Astros, entre autres, tu parlais d'un joueur à surveiller, George Springer.
gagneur peut-être là, cette saison. Exact. J'ai vu là 2 ans, a été nommé meilleur joueur de son équipe en série. C'était le meilleur joueur offensif de cette équipe-là. Il a du talent à revendre, rapide, efficace à la plate. Puis c'est un joueur vraiment extraordinaire à avoir joué également. Oui, toi, tu en as parlé un petit peu justement de Ronald Acuna. Ce serait ton joueur à surveiller cette saison du côté des Braves? Ah oui, à 100 % Il pourrait justement avoir été la recrue de l'année et maintenant le joueur par excellence. Donc, selon moi, c'est la vedette de son équipe. Puis à l'âge qu'il a, je pense qu'il a à peine 20 ans, si c'est ça. Fait que, il est juste vraiment bon là, pour son équipe, puis il peut apporter beaucoup de services très importants justement à l'équipe. Oui, du côté des Braves, on va compter sur lui. Moi, je regarde du côté des Yankees, j'en ai pas parlé lors de la première portion, mais si on regarde un certain Giancarlo Stanton qui se lancera donc à sa 2e saison du côté des Yankees à New York. Combien de circuits pensez-vous qu'il va récolter cette année? Peut-il battre sa marque de l'an dernier? Probablement. Moi, je dirais oui, probablement. Puis on parle de circuit. Là, on pense à Judge aussi dans l'équipe qui peut en donner beaucoup de circuits. Donc, c'est une machine à circuit, là, cette équipe-là. Là, ça n'a pas d'allure. Donc, oui, il peut en faire pas mal beaucoup. Je suis pas prête à m'aventurer sur un chiffre en début de saison comme ça, mais plus que l'année passée. Oui, parce que ça va être quand même une 2e saison. Là. Il va avoir passé un petit peu de temps à s'ajuster l'an passé, peut-être. On peut penser aussi à Gary Sanchez, chez les Yankees aussi, qui est très solide. Donc, ça en fait beaucoup de joueurs, oui. Ça en fait beaucoup de joueurs à surveiller. Ouais. Évidemment, on s'est concentré sur le principal, mais évidemment, ce sera une belle saison, encore une fois, dans la Ligue majeure de baseball. Et qui remporte à la fin le championnat, vous pensez? On y va rapidement. Petite prédiction? Dodgers. Astros. Moi, je vais y aller avec les Yankees cette année. Donc, c'est ce qui complète donc notre tour d'horizon de la Ligue majeure de baseball cette saison. Bien, merci à vous encore une fois pour votre présence à l'émission. Merci. On va vous souhaiter donc une bonne saison de baseball. Pour le calendrier de cette semaine, on débute évidemment avec les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey qui est déjà débuté depuis le 10 avril. Mais évidemment, il va y avoir d'autres séries qui vont se poursuivre jusqu'à la fin. Il faut s'y attendre avec intérêt. On a aussi du soccer cette semaine du côté de l'Impact de Montréal. Le 13 avril, donc, on va accueillir le Crew de Columbus dès 13h au stade Saputo. C'est vraiment intéressant à suivre puisque ce sera le premier match à domicile de l'Impact. Et on a toujours habituellement de la belle température. On espère que ce sera le cas encore une fois cette semaine. On a aussi le Grand Prix de Chine en Formule 1 qui va débuter du 12 au 14 avril sur le circuit international de Shanghai. À noter que ce sera la 1000e course dans l'histoire de la Formule 1 quand même. Donc encore une fois, un autre événement très intéressant. Et on aura du golf puisque le tournoi des maîtres, le premier tournoi majeur de la saison, sera disputé sur le terrain du Augusta National. Donc la première ronde qui va débuter le 11 avril jusqu'au 14 avril. Alors voilà, c'est ce qui complète notre calendrier de cette semaine et notre émission. On espère que vous avez encore apprécié notre contenu. On vous rappelle qu'on est sur les réseaux sociaux, donc notre page Facebook Sport Addict et notre site web sportaddict.com. Vous pourrez d'ailleurs voir nos prédictions des séries éliminatoires. Merci à tous d'avoir été là et je vous lance rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Sport Addict.